Au premier épisode de cette trilogie, nous avons montré par le calcul comment la virtualisation offshore par les OVNI de la fonction de supérieur hiérarchique du réseau de commutation des opérateurs locaux obligeait ceux-ci à acquérir des ressources en transmission internationale normalement inutiles. Au deuxième épisode, nous avons procédé à l'évaluation du coût de ces ressources inutiles et à l'identification des difficultés qu'ils créent à tous les acteurs du marché, qu'ils soient consommateurs, opérateurs, régulateurs ou États. Le but de ce dernier épisode est de proposer des solutions. Les OVNO, avec leurs OTT, détruisent la valeur des sociétés, des opérateurs de réseaux de télécommunications. Il faut se sortir de cette situation. Des solutions existent, mais ici comme ailleurs, il n'y aura pas de cadeau. Soit on négocie entre partenaires respectueux des intérêts les uns des autres, soit on va à l'épreuve de force. Certaines de ces solutions sont des solutions de court terme. Nous pouvons, en effet, envisager de dégrouper les forfaits IP en catégories d'applications et interdire la voix sur IP. C'est une possibilité. Nous pouvons aussi envisager de dégrouper et de réduire la qualité de service de la voix sur IP par introduction de délais d'attente aléatoires, par exemple, susceptibles de créer une gigue suffisamment gênante pour en décourager l'usage. Il serait possible, enfin, de dégrouper et de réduire la qualité physiologique du signal vocal en l'échantillonnant à une fréquence de plus en plus basse. Il existe dans les réseaux mobiles des équipements permettant de faire cela. Mais ces solutions coercitives sanctionneraient d'abord les consommateurs nécessiteux, qui sont prêts à sacrifier la confidentialité de leurs données personnelles dans l'espoir de payer le moins cher possible, pense-t-il. Ces solutions, en général, ne fonctionnent pas, car prennent rapidement une dimension politique. Il y a une solution simple, celle de mettre en place un serveur local. Autrement dit, implanter le serveur XMPP dont j'ai parlé dans précédents épisodes, en implanter au moins un dans chaque pays. Les OVNO installent des caches dans les pays à forte densité de trafic. Donc ces pays-là n'ont pas à se plaindre. La solution idéale serait de mettre un cache dans chaque pays. Mais il est peu probable que cela se passe un jour. L'idée du serveur local est de ne pas exiger l'implantation de données sensibles, mais de permettre à une passerelle locale de traiter les communications voix sur IP internes au pays sans avoir recours au réseau international. Cela sous-entend la décapsulation locale des paquets générés par l'application IP au niveau 3 des protocoles de la recommandation X800, Open System Interconnection. C'est une solution simple, à condition que, sous prétexte de cryptage de bout en bout,
les OVNO ne s'y opposent pas. En réalité, il suffirait de transformer, dans notre topologie précédente, le nœud offshore en un nœud virtuel local. Mettre un serveur local en ajoutant à l'un des nœuds de commutation de l'opérateur local la capacité fonctionnelle d'ouvrir les paquets de données des applications IP et en accédant ainsi au protocole XMPP par exemple, lui donner le rôle de passerelle, de première passerelle, donc de supérieur hiérarchique du réseau local. Dans COSTEC, cela est simulé en faisant du nœud NVO de notre précédente topologie, en faisant, malgré le O, un nœud virtuel rattaché à l'un des nœuds locaux, ici le nœud D3. On voit qu'en ainsi faisant, le site de transmission qui était à Londres revient au niveau donc de D3, c'est-à-dire le site qui abrite le commutateur local D3, qui est désormais donc le site support de notre nœud virtuel. Cette virtualisation me fait penser donc à la 5e génération. C'est un concept qui aujourd'hui est assez popularisé, mais depuis très longtemps, dans les réseaux de télécommunications, cette virtualisation a commencé, par exemple par l'introduction des réseaux intelligents, qui progressivement a dissocié l'existence matérielle des infrastructures, des fonctions qu'elles peuvent assumer. Ces fonctions peuvent être délocalisées ailleurs. Je ne reviendrai pas non plus sur la procédure de calcul. Si vous vous souvenez donc du calcul des facteurs de routage, je vais appeler votre attention directement sur la dernière colonne de ce tableau. Et vous voyez que les services que l'on appelle ONNET sur la voie sur IP, national sortant et national entrant, n'ont désormais plus aucune consommation en ressources de transmission internationale. Parce que ces services sont des services qui se déroulent à l'intérieur du pays. Cet impact technique donc est spectaculaire, mais pas surprenant. Une comparaison avec les facteurs de routage originels montrerait néanmoins, puisque nous avons introduit la notion de commutateur virtuel, montrerait néanmoins donc que les ressources nécessaires à la transmission domestique se répartissent un peu différemment aux différents services. Vous vous souvenez aussi qu'en évaluant les ressources en transmission nationale, domestique et internationale, nous avions noté les coûts unitaires originels. Reprenons la comparaison que nous avions faite des ressources nécessaires normalement, c'est-à-dire sans opérateurs virtuels, d'avec les ressources que nous obtenons maintenant dans la situation d'un nœud virtuel local. Le titre donc, de ce tableau à la colonne numéro 4 devrait être légèrement modifié parce qu'il ne s'agit plus de l'OVNO, mais maintenant il s'agit simplement d'introduire le nœud virtuel, non pas de le mettre offshore, mais de le mettre à l'intérieur du pays, donc onshore. Et vous voyez qu'en termes de comparaison, rien ne se passe plus donc, sur la transmission nationale. La transmission domestique constate donc une évolution positive, mais raisonnable donc des ressources,
Pour la transmission internationale, c'est zéro changement. Donc, ça, c'est la grande satisfaction. En fait, c'est la solution, c'est l'objectif qui est visé. Et en évaluant le coût, tenant compte donc des calculs précédents, nous voyons ici qu'il s'agit simplement donc d'une augmentation de 4 et quelques millions d'unités, ce qui, comparé aux 2,5 milliards et quelques que nous avions constatés dans le deuxième épisode, est négligeable. Alors, le besoin additionnel a été valorisé et le coût de location irrelatif déversé conformément au découpage analytique tel que nous l'avons décrit dans les précédents épisodes. Je n'insisterai donc pas là-dessus. Alors, voilà ce que cela donne, in fine, les nouveaux coûts des services de voix sur IP. Si vous vous souvenez du premier épisode et du deuxième, vous voyez que ces chiffres-là sont très proches de ce qu'ils étaient dans le premier épisode, lorsque l'opérateur exploitait tout seul, donc son réseau sans OVNO. Mais la comparaison est ici faite de l'impact de l'introduction de ce serveur XMPP en local. Tout calcul fait, cette comparaison entre la situation originelle de l'opérateur local et celle de cet opérateur-ci, je devrais dire de cette topologie-ci, avec un serveur local virtuel, montre des variations de coût réel, mais très raisonnables, ne pouvant pas influer sur la valeur de l'entreprise, toutes choses égales par ailleurs. C'est bien entendu ce que nous voulions démontrer. Donc, cette solution est la meilleure de toutes, simplement parce qu'elle réduit les coûts pour les communications qui sont internes au pays sans augmenter les coûts des communications qui vont à l'extérieur du pays et permettent aussi aux OVNO, ce que vous appellerez donc les GAFA, de pouvoir continuer à atteindre leur cible publicitaire sans aucune sorte d'entrave. Donc, le consommateur y gagne parce qu'il payera moins ses forfaits. Le régulateur y gagne, l'opérateur d'abord y gagne parce que donc, ses coûts vont baisser et de ce fait, il ne sera pas obligé d'augmenter ses tarifs. Le régulateur y gagne parce qu'on apporte de la clarté, c'est-à-dire que les échanges qui se font au niveau interne pourront enfin être évalués à leur juste valeur et les calculs d'interconnexion reprendre leur sens. Et bien entendu, l'État y gagne en paix sociale, en sécurité et en autonomie. Mais c'est comme toujours, il faudra sans doute se battre pour emmener les acteurs internationaux, dont certains sont indifférents, voire complices, à reconnaître l'évidence et à agir en conséquence. Par exemple, en exigeant l'ouverture du protocole des applications IP sous peine de leur interdiction. Je n'aime pas tellement ce mot interdiction. Les protocoles dont il s'agit sont très souvent offerts en open source. Certains, récemment, grands éditeurs, ont cessé de faire la mise à jour de leur open source. Ce qui veut dire, tout simplement, qu'ils développent autre chose à côté qu'ils ne partagent pas avec le reste du monde. J'ai proposé au niveau de la commission 1
de l'UIT-D au mois de mars 2019 une contribution sur ce sujet que j'ai traité dans cette trilogie. Et la salle était enthousiaste. Les membres qui sont affectés par l'impact négatif de la création de ces nœuds offshore, leur réaction a été enthousiaste, bruyante, et si ce n'était une intervention des États-Unis pour dire que si on consacrait tout le temps de la réunion à cette seule contribution, il y aurait d'autres contributions qui ne seraient pas traitées, ce qui est tout à fait juste. Où nous aurions pu passer donc en louange et en déclaration d'intérêt, non pas seulement donc des pays du continent africain, mais de tous les pays des zones où se trouvent donc des réseaux à faible densité de trafic. C'est la seule contribution. Et j'ai été très étonné récemment, quand j'ai commencé la publication de cette trilogie, de voir un document publié par le secrétariat du BDT, de l'UTD, donc le BDT, transmettant un document de 20 pages, vantant les mérites des OTT. Or, dans cette période d'études, pendant cette période d'études, la période courante, un seul document a été présenté à cette commission sur ce sujet. C'est le document dont je viens de parler et qui a été présenté par Tacticum. C'est troublant, mais en même temps c'est rassurant parce que cela veut dire simplement que ce que nous sommes en train de dire touche beaucoup de monde, touche à des intérêts. Et cela nous encourage donc à poursuivre, non pas dans le seul but donc d'avoir des discussions stériles et inutiles, mais d'essayer donc de trouver les partenaires avec lesquels discuter sérieusement. Je dois dire que ce document a été mis sous le couvert donc de ce qu'on appelle la question 3/1, question qui est par ailleurs, dont la réunion est présidée par Microsoft. Quand je présentais la contribution dont je viens de vous parler, c'est Microsoft qui présidait la réunion, mais moi je pensais que c'était la délégation du Maroc pour laquelle nous avons beaucoup de respect. Et je comprends maintenant que le président ait été aussi virulent avec nous dans les couloirs pendant la pause, parce que donc c'est Microsoft qui s'exprimait et pas le Maroc. Les conséquences sur l'exploitation des réseaux sont diverses. Premièrement, comme je l'ai déjà indiqué, la possibilité de dégrouper les catégories d'applications IP, simplifier. Deuxièmement, il faut casser les forfaits pour distinguer les sessions sortantes des communications de celles entrantes. Quand je dis casser les forfaits, ce n'est pas abandonner les forfaits, mais les organiser autrement. Aujourd'hui, à ma connaissance, beaucoup de forfaits sont simplement liés au volume de données vendues. Mais rien n'empêche de combiner le coût du forfait, le prix du forfait, de le combiner aussi avec les applications IP qu'il permet d'atteindre. Autrement dit, si quelqu'un achète un forfait à 5 000, il peut avoir un forfait à 5 000 pour faire donc, de la voix
On peut aussi avoir des forfaits à d'autres qui accèdent en même temps donc à la vidéo sur demande. On peut avoir des forfaits qui tiennent compte aussi de la possibilité ou non d'accéder au streaming, etc., etc., etc. Tout cela ne sont que des applications qu'il est tout à fait possible, une fois dégroupées, de calculer exactement comme nous l'avons fait, nous l'avons montré ici pour l'envoi sur IP. Alors, et cette question-là est la question clé, sur le plan de la réglementation internationale, il faut revenir, remettre en question le bill and keep qui est imposé au monde par les ONU sans la moindre négociation internationale et en violation flagrante des accords alors en vigueur. Il n'est pas sain dans la communauté internationale qu'un pays ou qu'un groupe d'opérateurs impose leur volonté à l'ensemble des nations du monde. C'est malsain. Et je pense qu'une occasion nous est donnée aujourd'hui de revenir, de remettre les organisations internationales à leur place, de leur redonner leur réel mandat qui est de veiller à ce que la communauté internationale dans son ensemble communique pour ce qui concerne donc l'UIT de façon claire, transparente et respectueuse des intérêts des uns des autres. C'est pour nous un motif important de continuer à travailler pour donner aux opérateurs, aux régulateurs et aux États les arguments qui leur donnent la capacité de défendre leurs intérêts ou de réaliser correctement leur mission. Historiquement, les négociations internationales sur les services de télécommunications avaient comme cadre l'Union internationale des télécommunications. Les discussions entre États, car presque partout, les réseaux étaient exploités par des administrations. Ce temps est passé, mais l'actualité internationale nous fait constater tous les jours que des États défendent leurs acteurs nationaux, pourtant puissants, au mépris des règles de la concurrence. Il y a une autre organisation qui est GSMA, GSM Association, qui représente plus de 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile à travers plus de 200 pays au monde. C'est, me semble-t-il, un cadre très intéressant parce que personne n'y impose sa volonté à d'autres. Les organisations techniques régionales devraient constituer des creusets pour structurer les idées et proposer des solutions aux États dans le but de défendre les intérêts régionaux au niveau approprié et de fournir aux organisations politiques régionales des projets de contribution commune aux négociations internationales. Tout au moins, des cadres de proposition. Ce serait déjà une bonne chose. Mais pourquoi attendre les autres? Pourquoi ne pas le faire soi-même? Moi, je me souviens que dans mes jeunes années d'étudiant ingénieur, c'était au début de la micro-informatique, nous passions nos week-ends à fabriquer de petits ordinateurs. Il ne suffit pas grand-chose, un boîtier, une carte mère, quelques processeurs, des interfaces de périphériques, un peu de mémoire morte, un peu de mémoire vive. On s'écrit un tout petit bootstrap ou
programme de lancement, et derrière, donc, on écrivait quelques applications. Et notre ordinateur, il était fait. Et nous faisions ce que nous voulions avec. Je suis absolument sûr et certain que dans tous les pays, aujourd'hui, foisonnent des compétences extraordinaires qui probablement fabriquent déjà ces ordinateurs-là, mais qu'il faudrait tout simplement peut-être encadrer, donner une perspective. Si j'en reviens donc simplement donc aux pays africains, le grand problème c'est que lorsque vous prenez un risque dans ces pays et que par la suite vos produits sont boycottés juste, non pas parce qu'ils sont mauvais, ils peuvent être les meilleurs, mais parce qu'ils viennent d'un Africain, c'est problématique. Je pense donc que nous avons tous une responsabilité, un rôle important à jouer pour qu'on nous fasse confiance. Mais la confiance, ce n'est pas quelque chose que l'on donne, que l'on vous donne. C'est quelque chose que vous méritez. Vous devez gagner la confiance des autres. Nous devons gagner la confiance des autres par la rigueur et la qualité du travail que nous proposons. Parce que développer un serveur XMPP de type eJabber, c'est simple. Développer le protocole client qui sera téléchargé donc, dans un smartphone, un protocole du type Jingle, par exemple, c'est simple. Participer aux efforts internationaux de standardisation pour l'interopérabilité des passerelles, c'est simple. Susciter la compétition entre les acteurs de l'industrie pour produire les matériels et logiciels nécessaires, c'est simple. Bref, se passer des protocoles serveurs propriétaires et avoir un contrôle sur le développement des protocoles d'application cliente. Il n'y a rien de plus simple. Que vous soyez État, régulateur, opérateur ou consommateur, vous connaissez maintenant le mécanisme par lequel, en offrant des applications prétendument gratuites sur vos réseaux, les OVNO qui se rémunèrent en vendant vos données personnelles à des annonceurs publicitaires provoquent dans vos réseaux des dépenses inutiles qui sont autant de ressources qui vont faire défaut aux investissements en faveur de l'éducation, de la santé, de l'industrialisation et d'autres actes essentiels au développement durable de la grande majorité des pays. Ce n'est pas neutre. Nous avons utilisé Coxtech pour cette étude, mais nous sommes disposés à participer à une mutualisation des performances avec d'autres simulateurs pour qu'il en sorte des arguments encore plus consensuels. Nous attendons l'invitation d'une organisation internationale compétente. Nous ne demandons rien. Peu importe où ça se passe, nous y participons. Je ne voulais pas terminer sans remercier tous ceux qui ont montré de l'intérêt à cette trilogie. Celui qui parle n'a de meilleurs partenaires que celui qui écoute. On peut écouter et être d'accord, et on peut écouter et ne pas être d'accord. Mais pour moi, l'important, c'est l'écoute. Qu'on puisse utiliser dans le sens que l'on veut, ou quelquefois éviter que d'autres utilisent d'autres arguments dans un sens inapproprié. Voilà, je vous remercie encore et à très bientôt.